Bonjour et bienvenue dans Génération Cité d'Or, le numéro 2. Alors comme vous le savez, actuellement nous sommes en pleine campagne de précommande sur Ulule de ce deuxième exemplaire de Génération Cité d'Or. Cela va durer jusqu'au dimanche 18 août à minuit. Donc voilà, on a besoin de vous pour pouvoir nous aider à passer le premier palier et les paliers suivants des précommandes de Génération Cité d'Or. Pour rappel, le premier palier est à 400 exemplaires afin de nous permettre d'imprimer 500 exemplaires. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Dominique Hochet, qui est l'un des auteurs de ce deuxième exemplaire, et qui va nous parler de la voie initiatique du labyrinthe. Voilà. Sinon, pour rappel, vous pouvez toujours retrouver aussi le premier numéro sur la boutique de générationcitedor.com. Et puis voilà, comme je viens de vous le dire, on compte sur vous pour participer avant le 18 août sur la précommande du second exemplaire. Et si vous voyez cette vidéo bien après, eh bien rendez-vous sur la boutique générationcitedor.com. Allez, magnéto Serge. Bonjour et bienvenue dans Génération Cité d'Or, le numéro 2, pour lequel nous avons le plaisir d'avoir un de ses auteurs. Il s'agit de Dominique Hochet. Bonjour Dominique. Bonjour Antoine. Alors Dominique, dans ce deuxième numéro de Génération Cité d'Or, tu nous as créé un article intitulé La voie initiatique du labyrinthe. Mais avant d'aller dans les méandres de ce labyrinthe, on aimerait en savoir un petit peu plus sur toi, quel était ton parcours et puis qu'est-ce qui t'a amené à te passionner sur ces sujets-là. Déjà, en quelques mots, tu es le créateur des éditions Hespéride, Hespéride Éditions. Ça fait combien de temps que cette maison d'édition existe? Je l'ai créée il y a une douzaine d'années, de façon à pouvoir être autonome dans mes écrits, parce que jusqu'à ce jour, j'ai publié à peu près 20 livres, enfin écrits, publié quelques autres qui sont des livres anciens, que je réédite parce qu'ils sont introuvables. Il faut que ce soit des coups de cœur et qu'ils soient en ligne avec ce que j'écris. Et à partir de ce moment-là, comme maintenant les moyens techniques permettent d'être autonome, notamment avec l'imprimerie numérique, et ça me permet d'écrire en étant complètement libre, sans aucune contrainte de délai, d'écriture ou de quoi que ce soit. Et pour moi, c'est jusqu'à présent, ça a été quelque chose de très précieux, voilà, pour pouvoir être dans le développement de tout ce que j'avais à écrire. Et maintenant, je passe à une autre étape. Je vais encore écrire quelques livres qui sont dans mon esprit et qui a encore besoin de maturer. Et certains livres qui sont écrits, je les complète et ils commencent à être diffusés dans le circuit traditionnel, on va dire, de distribution du livre. Ce qui est le cas pour la voie initiatique du labyrinthe. Alors, quels sont tes sujets de prédilection? Alors, mes sujets de prédilection, c'est tout ce qui va tourner autour de l'âme humaine, avec le point de passage qui est par les mythes. Les mythes et les légendes, mais surtout les mythes. Donc j'ai exercé dans le milieu psy, dans une approche à la fois psychocorporelle, énergétique et transpersonnelle. Et donc les mythes pour moi, à la fois en expérience personnelle et en expérience professionnelle, ont été des grands repères. Je suis aussi formateur dans ce domaine-là, par rapport à des professionnels de santé. Et jusqu'à il y a quelques années, je disais que les mythes étaient le fruit de l'intelligence humaine, enfin de l'inconscient collectif de l'intelligence humaine. Et maintenant, j'affine ce propos en disant que les mythes sont une écriture de l'histoire très métaphorique, avec les moyens dont peuvent disposer les personnes pour écrire une histoire que bien souvent elles n'ont pas connue. Donc elles font avec leurs références. Ce qui fait que petit à petit, je suis en train de reprendre ma vision des mythes pour être dans une approche plus
comment dire, en disant que les dieux ont existé. Ce sont des personnages réels qui viennent soit de l'extraterre, soit de l'intraterre, et qu'ils ont eu des manifestations, des relations avec les mortels, parce qu'eux sont, ou alors à des dimensions de temps qu'on pourrait appeler immortelles du point de vue humain, voilà, et avec des expériences de création de différents mortels. Donc dans certaines littératures on va parler de clones ou de génomes, enfin voilà, et on revoit tout ça, et d'avoir cette perception maintenant du mythe, quand je relis des mythes, même des livres que j'ai écrits sur les mythes, et je me dis que c'est cette expression-là de cette histoire. Notamment, je fais beaucoup référence avec la mythologie grecque, voilà, comment les dieux ont procédé pour incarner quelque chose dans l'énergie d'une mortelle féminine pour créer un héros qui, par définition, est mi-dieu, mi-homme. Hein, donc tout, bon après, il reste beaucoup d'Adam, dans le sens parxien du terme, voilà, esclave, enfin voilà, soumis, mais il y a aussi cette vision-là, et c'est-à-dire que ces mythes sont en résonance, in fine, ces mythes sont en résonance avec nous, parce qu'ils sont en résonance avec la partie divine qui est en nous. Et qu'on la reconnaisse ou pas, elle est là. Quel que soit le procédé qui a pu s'établir pour qu'elle soit présente, c'est là, ça nous anime, à condition qu'on le reconnaisse et surtout qu'on fasse le chemin intérieur pour pouvoir y accéder. Et c'est pour ça, dans l'article, que j'ai fini sur la voie du 1, hein, la voie de l'unité, parce que le labyrinthe, par définition, enfin on va y revenir plus tard, c'est par définition le labyrinthe pour retrouver cette voie de l'unité qui est en nous avec toutes les composantes. Ça ne veut pas dire une seule chose dans la voie de l'unité, hein, ça veut dire que ça regroupe toutes les composantes pour pouvoir après, avec l'expérience du labyrinthe et de la voie de l'unité intégrée, pouvoir absorber la voie du tout. Ou alors là, avec la voie du tout, ça permet du 1 qui est ancré, incarné, de pouvoir être en contact et relationné avec les autres densités, les autres dimensions de vie qu'il peut y avoir dans l'univers, que ce soit intraterrestre ou extraterrestre. Si on en revient donc à ton évolution sur la vision des mythes, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que tu es passé finalement d'une vue universitaire, on pourrait dire, à une vue beaucoup plus personnelle et puis qui ouvre d'autres champs de perspective? Oui. Alors, je dirais pas une voie universitaire parce que je ne suis pas universitaire, je suis plutôt autodidacte, mais plutôt une voie professionnelle parce que j'ai évolué en psychiatrie, puis psychothérapeute dans l'approche transpersonnelle et la démarche personnelle qui a été déterminante. Et après, ça a été en fait, cette évolution-là s'est faite petit à petit, avec effectivement quelques éléments déclencheurs. Et ces éléments déclencheurs, ils ont été déclencheurs à partir du moment où il y a eu une conscience en moi de ce qui était en train de se passer, de ce qui était en train de se dérouler dans le processus. Et ça passe par un chemin qui souvent est obscur, inconnu, ben voilà, ou indéfinissable. Et à partir d'un certain moment, il y a suffisamment de fils qui se tissent pour pouvoir peut-être aussi se dire c'est possible et puis accepter que ce soit possible. Ou entendable, hein, ou compréhensible, mais toujours à l'intérieur de soi avant que ce soit, comment dire, exposable à l'extérieur. Et selon toi, ces anciens mythes, ils auraient été écrits par qui? Est-ce qu'ils auraient été écrits par des historiens qui ont repris les légendes orales à droite à gauche pour reconstituer une espèce de mythe qu'ils auraient mis dans un livre? Ou est-ce qu'il y a un plan derrière ces mythes qui sont renvoyés jusqu'à nous et il y aurait une intelligence derrière qui justement aurait téléguidé tous ces mythes de façon à ce que ça nous arrive tels qu'ils sont venus? Il y a les deux parce qu'il y a un plan qui est l'histoire, on va dire les faits historiques qui sont quand même difficiles à vérifier. Et puis il y a aussi l'autre aspect qui est à travers la tradition orale qui a eu plusieurs
modalités de retranscription de l'histoire, et ensuite d'écriture à travers les siècles et à travers les millénaires, et surtout ce que les personnes en interprètent, parce que l'être humain, il est ce qu'il est, mais à travers la même histoire, il est capable de composer des interprétations différentes. Quand je fais des formations sur l'approche thérapeutique des contes, des personnes en état de méditation profonde, je leur propose l'écoute d'une légende ou d'un mythe, et je leur propose de restituer ce qu'ils ont entendu, et tous, ils racontent à moitié leur histoire, à moitié le conte, ou le mythe, enfin voilà, hein, et à moitié leur histoire, enfin des aspects de leur histoire. Donc ça veut dire que la faculté humaine a un filtre à la fois personnel, et puis à la fois un filtre impersonnel ou apersonnel ou multipersonnel, voilà, qui fait que... Donc dans tout ça, c'est une affaire de ressentir s'il y a quelque chose qui est juste, et pour ça, enfin, ma démarche, elle a été dans ma démarche de formation et dans ma démarche personnelle, à travers des mythes du monde entier, de reconnaître ce qu'on appelle les archétypes, qui est un mot qui est très galvaudé. Hein, mais les archétypes, ce sont les forces archaïques, psychiques et spirituelles qui sont présentes chez tous les hommes. Et de voir qu'il y a au fond des individus beaucoup plus d'éléments communs que d'éléments qui les séparent. Et à partir de ce moment-là, on distingue les archétypes. Et quand on a à la fois une connaissance et puis aussi un vécu et une expérience par rapport à ce que peuvent mobiliser les archétypes, ça permet de valider certaines retranscriptions, certaines histoires, mais ce qui est exactement la même chose dans l'écoute d'une personne, ou ça peut être dans l'évaluation d'un roman de science-fiction ou d'un film, voilà. Et donc ça permet de voir si c'est juste. Après, vraiment avec des libres interprétations. Oui, on rajoute le terme universel aux mythes, les mythes universels. Oui. Donc cela signifie qu'on est tous touchés, quelle que soit notre classe sociale, notre couleur de peau, notre niveau, notre localisation géographique. Ils nous touchent tous, ces mythes. Et est-ce que c'est une façon finalement de nous relier on va dire, au premier culte païen, qu'on a appelé païen, à nous relier tous à cette même histoire, avec notre façon de croire en l'univers, de croire en Dieu, aux esprits. Voilà. Est-ce que c'est ce qui nous sert de fil d'Ariane, pour reprendre ce mythe-là? Oui, voilà. Oui. Oui, parce que l'être humain, par essence, par quintessence, tout ce qui est l'origine et la source, ça fait partie de sa quête. Et donc, à la fois individuellement et collectivement, en fonction des traditions et en fonction des temps, il y a toujours eu ce besoin-là. Donc, l'histoire ne date pas d'il y a 4000 ou d'il y a 6000 ans, elle est à travers des millions d'années. Voilà, parce qu'on en trouve des preuves sur la Terre. Il suffit d'aller à Ica, au Pérou, aller au musée d'Ica, et on trouve des traces où il y a des dessins qui ont été datés, sculptés sur la pierre, et les pigments ont été datés, c'est 65 millions d'années, et il y a des êtres qui se nourrissent de prana qui sont en train de faire des opérations sur des mortels. Donc à partir de ce moment-là, il y a quand même quelque chose qui est tangible. Donc ça laisse largement de la place à une histoire et à beaucoup d'histoires sur l'humanité, à travers des évolutions et surtout à travers des cycles. Donc l'être humain, il a besoin on va dire spirituellement, métaphysiquement, de se retrouver à travers ses origines, tout comme d'un point de vue existentiel, il a besoin d'avoir des repères, et donc là, au niveau des origines, ce sera la mère, l'intra-utérin, voilà, et tout ce qui va être essentiel à ce niveau-là. Donc ce sont sur des plans très différents, mais ce sont aussi des plans différents qui composent l'âme humaine telle qu'elle est là dans son évolution incarnée par la personne. Alors quelle est du coup la place pour toi du mythe du labyrinthe? Parce que c'est le sujet de ton article. Oui. Donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Quelle est cette place pour toi de ce mythe du labyrinthe par rapport à l'ensemble des mythes? En quoi est-ce qu'il est important ce mythe? Alors, je vais faire une première réponse à ta question, puis après ma réponse va être plus précise.
la première réponse à ta question, c'est que je pense, comme Paulo Coelho l'exprimait où il disait on a tous une légende personnelle, je pense qu'on a tous un mythe personnel. Et pour moi, c'est le labyrinthe. Donc il y a 25 ans, le labyrinthe m'a choisi. Voilà, donc c'était impossible de faire autrement, ou alors je rentrais dans des conflits intérieurs qui auraient été insupportables. Voilà, et donc je suis rentré dedans. Bon, j'avais été préparé avant par rapport à de l'enseignement et de la pratique initiatique. Hein. C'était une porte qui arrivait à ce moment-là. Et ça m'a permis comment dire, de réfléchir au sens étymologique, c'est-à-dire de mettre de la lumière sur beaucoup de choses qui étaient présentes en moi, que ce soit dans le présent de cette époque-là, que ce soit dans le futur, mais aussi d'éclairer des zones d'avenir, parce qu'il y avait des visions, des perspectives, à la fois sur ce que j'allais faire et à la fois sur ce que je refusais d'accepter de faire. Voilà, donc à partir de ce moment-là, ça a été cette bascule-là, et toute cette réflexion, toute cette introspection, toute cette observation, et pas qu'intérieure, voilà, m'a permis de cheminer avec davantage de conscience, et m'a permis de prendre aussi conscience que des choses que j'avais vécues dans mon existence, même la façon dont s'est passée ma naissance, avait un sens qui était en lien avec le labyrinthe. Et quand on commence à prendre conscience de certaines choses, si on projette juste un regard sur le passé, on se rend compte, enfin, quand je dis on, chacun peut se rendre compte que il y a des événements qui ont un sens, et tout ça, ça fait un petit peu le chemin du petit poussé et qui va nous donner des aspects de notre trajectoire à la fois originale et originelle, qui est composée de manière très, très différente pour chacun, et pour moi c'est comme ça. Et comment dire, je dirais presque que mon cerveau fonctionne comme un labyrinthe, quoi. Et au début de l'année, j'ai proposé, c'était vers Pau, parce que j'habite à côté de Pau, une conférence sur le labyrinthe, enfin une soirée sur le labyrinthe, et j'aurais fait faire une déambulation la nuit, à la pleine lune, les yeux fermés. Et les personnes me demandaient, mais comment tu fais, enfin la nuit? Mais je dis, mais le labyrinthe, il est inscrit dans mon esprit, quoi. Enfin voilà, tout le parcours, les méandres, aller à gauche et à droite et tout ça, c'est présent dans mon esprit. Donc que ce soit au niveau spatio-temporel ou autre. Voilà, donc c'est comme ça pour moi, et je pense que pour d'autres personnes, ça peut être d'autres mythes à travers d'autres histoires, mais comme quand même la société a de moins en moins de culture par rapport aux mythes, c'est assez préjudiciable pour ça. Alors, quand tu dis que c'est dans ton cerveau, moi ça me fait penser à une chose, quand tu fais une coupe transverse d'un cerveau humain, ouais, que tu le regardes, ça ressemble quand même pas mal à un labyrinthe. Ouais, tout à fait. Bah, dans le livre, c'est pour ça qu'il y a une planche où je fais le lien, parce que notamment je fais le lien avec des organes du corps humain, et évidemment le cerveau a sa place, tout comme les intestins ont leur place, et tout comme le sexe féminin a sa place. Enfin, il y a 3, plus le cœur, ça fait 4 organes majeurs qui sont vraiment en lien, si on pourrait dire dans la théorie des formes et de la fonction, voilà, qui sont complètement en lien avec le labyrinthe. Il n'y a pas forcément du lien qu'avec le labyrinthe, hein, et il y a du lien avec le labyrinthe, et ces 4 relations avec ces 4 organes forment quelque chose de complet et de cohérent. Le labyrinthe, ça existe depuis la nuit des temps, hein. Donc c'est présent dans l'homme, qu'il le veuille ou non, de toute façon c'est présent dans l'homme. Le plus vieux labyrinthe connu, ce serait lequel? Alors, le plus vieux connu à l'heure actuelle, hein, ce serait celui d'Awara en Égypte. Mais bon, les datations en Égypte, on sait ce que ça vaut. Ça dépend si on prend l'officiel ou l'autre. Mais moi, je pense que c'est très vieux sans forcément pouvoir donner de date. Mais après, une forêt profonde est un labyrinthe, une grotte est un labyrinthe. Hein, dans le bouquin, je fais référence, parce que j'ai une période beaucoup caverne. Hein, voilà, caverne et grotte, et donc j'allais dans les grottes, enfin voilà, et dans les grottes ornées, donc qui est la partie sacrée de la grotte, hein, où les humains sont allés faire ce qu'on appellerait maintenant des opérations chamaniques, hein, ou des pratiques chamaniques.
Et donc on peut retrouver des grottes qui vont jusqu'à 30 000 ans, hein, enfin, voilà, où on voit qu'il y a sur certains aspects, que ce soit des peintures ou des dispositions, notamment de crâne ou d'os, où on voit que c'est pas là par hasard, qu'il y a vraiment un dispositif qui a été mis. Mais bon, ça peut très bien aller depuis... on peut faire un labyrinthe sans rien, hein. Tout dépend de la conscience qu'on a, mais si on va en forêt, une forêt assez épaisse, la nuit, de nouvelle lune, qu'il y a quelques hiboux et quelques loups qui sont dans le coin, on est déjà dans... Si on le veut bien, on est déjà dans cette expérience. C'est, par définition, hein, l'expérience du labyrinthe, c'est d'aller dans un centre, on ne sait pas où il est, on ne sait pas de quoi il s'agit, mais on avance. Voilà. Et on va affronter... tous les états émotionnels, psychiques, mentaux et spirituels qu'on peut rencontrer. On ne sait pas où on va, mais on avance. C'est la voie de l'inconnu. Alors, certains pourraient dire que lorsqu'on arrive au centre, on arrive dans un cul-de-sac, mais toi, tu penses autre chose. Une fois qu'on arrive au centre, c'est une autre étape. C'est une autre étape. Alors on pourrait dire que c'est une lumière qui est là. Enfin, c'est pas un but en soi. Parce qu'autrement, on pourrait devenir comment dire, une étincelle, hein, enfin, voilà. Ça peut être une porte, ça peut être un passage. Donc il y a des personnes, j'ai travaillé en psychiatrie, j'ai vu des gens qui sont allés à leur manière dans un centre comme ça et qui se sont engloutis dedans, hein, qui sont allés dans des processus de psychose et d'autisme, hein, au niveau psychique, je ne parle pas de cause organique. Voilà. Et il peut y avoir aussi à l'inverse, des expériences initiatiques qui vont permettre de sublimer tout en étant ancré, enraciné dans ce réel-là et de pouvoir transcender les choses et d'aller rencontrer d'autres états qui sont décrits selon les traditions, Nirvana, Satori, voilà, ou si on fait, enfin, peu importe les traditions auxquelles on va faire référence, qui sont nommées, mais de toucher quelque chose de transcendant. Voilà, et pour moi récemment, enfin, à travers les recherches, c'est de toucher d'autres mondes invisibles, qu'ils soient intraterrestres ou extraterrestres, mais en ce qui me concerne, c'est plutôt intra. Ce qui est en cohérence avec le labyrinthe. Et ce qui est aussi, enfin en lien, hein, avec, par exemple, il y a eu beaucoup de labyrinthes en France dans l'art roman. Voilà. Et donc, dans l'art roman, dans les églises romanes, avant que ce soit le gothique qui élève, hein, c'était tu descends dans la terre pour pouvoir t'élever. Le passage, il doit être effectué par ici. Donc c'est descendre au centre pour pouvoir s'élever. Mais s'élever, ça peut être aussi en allant plus à la fois... Quand on s'élève et quand on va dans la profondeur, on va dans le même niveau. Enfin, en termes d'échelle. Voilà. Et après, ça va dépendre des personnalités, de la signature de leur âme, enfin, voilà, qui vont emprunter un chemin ailé qui peut être sur les épaules ou un chemin ailé qui peut être au niveau des chevilles. Et l'important, c'est de retrouver des ailes au niveau des épaules et des chevilles, de composer un Hermès à notre manière. Hein. Parfois, c'est plus facile d'expliquer avec des métaphores. Tu as raison. Ouais. Justement, dans ton article, il y a un mythe que je ne connaissais pas. Tout à l'heure, on parlait des anciens rites païens. Il s'agit du culte de la Grande Mère. Oui. Donc, pour toi, quel est ce culte? Alors, il est en lien avec des aspects qui sont connus. C'est la notion de Gaïa et du féminin sacré. Voilà, c'est le lien à cet endroit-là. C'est-à-dire que le lien fondamental, il est qu'à l'origine, ce soit du féminin. Et que le masculin n'est que le pouvoir fécondant qui va permettre de sortir quelque chose. Voilà. Quelle que soit la nature de ce qui va émerger. Et donc la grande mère, c'est... donc on va dire, il y a la mère, biologique, hein, enfin voilà, il y a la petite mère, c'est la notion transcendée de la mère biologique, et il y a la grande mère qui, elle, va être sur quelque chose de beaucoup plus collectif. Et dans le collectif, ça peut être quelque chose qui appartienne à la tribu, ou à la nation, ou à la civilisation, et ça peut être aussi par rapport à l'univers. Quand je parlais tout à l'heure que quand on repère s'il y a des signes qui sont justes, bien, un des repères fondamentaux, c'est que tout commence par le féminin. Et avant le féminin,
c'est le chaos ou rien, enfin, peu importe, enfin, ou le nom formé, enfin voilà, il y a beaucoup de noms qui sont utilisés, une nomenclature qui est différente pour nommer un petit peu la même chose. Et donc la Grande-Mère, c'est cette notion-là, se ramener à ça. Et récemment, il se trouve que j'étais en contact avec un Amérindien Hopi, et on parlait justement de ça, et pour eux, c'est la grande mère universelle, dont Gaïa, enfin pour nous Européens, est un des aspects. Mais Gaïa est aussi, enfin, ce qu'on nomme Gaïa et ce qu'il y a derrière Gaïa, la grande mère, est aussi vrai au niveau cosmique. Donc c'est cette notion de grande mère qu'on pourrait rapprocher d'origine, de source. Et volontairement, je ne parle pas de Dieu. Je parle de source et d'origine. Voilà. Hein, c'est cette notion-là. C'est-à-dire que toute chose est contenue, et dans un contenant, qu'il soit matériel ou autre, et c'est de ce contenant qu'il y a un œuf, alors physique, métaphorique ou sur d'autres plans, et de cet œuf-là, il y a quelque chose qui va éclore. Voilà. Et souvent, dans ce qui éclot, c'est un aspect masculin. Donc il vient de loin déjà. Enfin, le masculin, il croit qu'il a tout inventé, il a tout créé, parce que ça fait quand même quelques millénaires qu'on nous parle d'un grand barbu. Voilà, donc c'est très implanté dans les esprits, alors que chez les anciens ou encore dans des peuples qui vivent sur Gaïa actuellement, ça veut rien dire, quoi. Enfin, c'est pas transcendantal. Donc Mère Nature serait une partie de la Tout à fait. Mère. Tout à fait. Alors, et quel est le rapport du coup entre cette grande mère et le labyrinthe? Où est-ce qu'elle interagit dans ce labyrinthe? Donc le labyrinthe, c'est une structure, c'est un chemin pour pouvoir y accéder. Voilà. C'est un chemin qui est, quelle que soit sa forme, que ce soit des formes carrées, des formes circulaires, des formes octogonales ou des formes mixées. C'est ce chemin qui va permettre, c'est ce cheminement qui va permettre de transformer l'âme pour toucher la source. Parce que sans transformation, ça ne se fait pas. Et on peut écrire transformation, trans-, alors trans, on l'écrit comme on veut, tirer formation. C'est, comme on dit souvent, c'est le chemin qui transforme l'adepte. Et c'est le but, on ne sait pas où il va, mais c'est ce chemin-là. Et donc le labyrinthe, à travers des expériences initiatiques qui se faisaient dans les labyrinthes, dans l'Égypte ancienne, dans les mystères d'Éleusis, enfin en Grèce antique, enfin voilà, c'était même actuellement, sans en être, bon, on sait très bien que chez les francs-maçons, il y a une pratique du labyrinthe, enfin voilà, c'est dans d'ailleurs, une des premières étapes, hein, pour pouvoir avancer, hein, on va dire évaluer l'adepte, voilà, pour lui permettre de passer à autre chose. Mais ça peut être à la fois une première porte, mais ça peut être aussi d'autres portes qui sont beaucoup plus loin dans le parcours. Et alors, est-ce qu'au final, les marelles d'enfants, oui, hein, quand on saute, oui, de case en case pour aller jusqu'au ciel, oui, ce ne serait pas une transformation du labyrinthe enfantine, mais oui, une façon d'arriver aussi... Oui, tout à fait. Comment dire, il y a des usages, il y a des jeux qui sont inspirés non pas du labyrinthe, mais de son sens, voilà, qui sont tout à fait dans ce que tu évoques. Donc il y a la marelle, hein, parce que la marelle, étant gamin, on a tous joué à la marelle, hein, donc il y a le ciel, mais il y a aussi au-delà du ciel. Hein, donc si on fait le lien avec l'arbre des séphirotes, je change un peu, enfin, hein, mais hein, tout est lié. Il y a aussi le jeu de loi, hein, qui est notamment très en lien avec le labyrinthe qui me sert de support, qui est le labyrinthe crétois, qu'on appelle le labyrinthe classique, hein, avec croix et spirale, et qui est très branché avec le nombre 9.
le nombre 9 qui jalonne dans le labyrinthe crétois. Enfin, bon, j'en fais une démonstration numérique pendant plusieurs pages sur le livre parce que c'est assez étonnant. Et le jeu de loi, toutes les 9 cases, il y a le jeu de loi, enfin, il y a une loi, pardon. Et voilà. Alors du coup, est-ce que la suite de Fibonacci n'est pas une suite intégrée dans le labyrinthe? Oui, la suite de Fibonacci, parce que justement, je reviens sur ce que je développe, non pas dans l'article, mais dans le livre, c'est qu'il y a des suites numériques qui sont tout à fait en lien avec celle de Fibonacci. Et dans le labyrinthe, notamment dans le labyrinthe crétois, on retrouve ça. C'est-à-dire que dans le labyrinthe crétois, si on le dessin, si on le prend en forme de dessin et qu'on le sectionne, entre guillemets, hein, avec une double croix, on arrive à 36. 36 cases, pour faire le lien avec le jeu de loi. 36 cases, 6 et 3, 9. La suite de Fibonacci, elle va arriver dans le sens où si on fait 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 36, on arrive à 666. 3 fois 6, 18. 8 et 1, 9. Et si on fait avec la suite de Fibonacci, donc 1 la première case, plus 1 la deuxième, plus 2 la troisième, hein, donc plus 3, plus 5, c'est-à-dire qu'un nombre est le total des deux nombres précédents. On arrive à un nombre que j'ai pas de tête, hein, il est à rallonge, et on arrive toujours au 9. Et donc ça va signifier que dans le parcours du labyrinthe, qu'on en ait conscience ou pas, et c'est mieux d'en avoir conscience, c'est-à-dire qu'il y a une progression qui est sacrée, si on peut dire, hein, enfin, mathématique, arithmétique, voilà, et qui amène justement sur ce chemin de la transformation. Mais on peut faire le lien avec d'autres modes de calcul. J'ai fait le lien avec le principe de la Kabbale, c'est-à-dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis ensuite c'est 10, au lieu d'être 11, 12, une accumulation, hein, pour compter les euros, on passe 10, 20, 30, à chaque fois on passe dans une dimension différente. Eh bien, quand on arrive à la 36e étape du labyrinthe, en réduction numérique, on arrive toujours à un 9. Et chaque labyrinthe a sa signature. Donc le labyrinthe crétois a sa signature du 9. Voilà, d'autres labyrinthes ont d'autres signatures avec un autre nombre. Mais j'en dirai pas plus parce que c'est à chacun de le découvrir. Parce que justement en faisant cette quête, cette recherche, c'est là où justement c'est un cheminement parce que la recherche va permettre de transformer. Alors que si on reçoit l'information toute faite, soit on en fait une croyance, soit on en fait une dénégation, voilà, mais de toute façon c'est pas ça qui va faire bouger l'âme, enfin la faire évoluer. Donc l'important c'est d'instiller un élément pour que la personne, si elle se sent prête, elle le fera, et à partir de ce moment-là, ça va mettre en route une espèce de dynamique, et l'âme à l'intérieur, elle va reconnaître, elle va se dire, tiens, il s'y met. Voilà, après chacun à sa manière, il peut y avoir des tas de démarches, hein. Moi je parle de la mienne qui est par rapport au labyrinthe, et puis tout ce qui peut être associé, avec chaque personne peut être avec un autre mythe qui va le toucher. Dans la mythologie grecque, il y en a des mythes fondateurs. Hein. Jason qui est étroitement lié à Médée. Hein. On retient que l'histoire de Jason, le héros qui a gagné. Hein. Voilà, mais on ne retient pas Médée parce que justement elle s'est défendue avec ses moyens, hein, par rapport à de l'injustice et de l'insupportable. Donc on la traite de sorcière, comme ça le problème est réglé. Alors que si on va chercher un petit peu plus loin, on pourrait y voir des éléments de réflexion, de mise en lumière sur notamment ce que peuvent vivre des femmes par rapport à un corps qui est bafoué, enfin voilà, des choses comme ça, que ce soit viol, inceste ou d'autres aspects qui amèneraient à réfléchir autrement que sur des considérations émotionnelles qui ont leur place, mais aussi sur d'autres plans. Après, il y a d'autres mythes, il y a d'autres histoires, et donc on prend Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, on voit dans des personnages, enfin voilà, dans des histoires qui ont une cohérence, c'est pour ça que les gens vont les voir. Tout à fait. Ouais.
Il y a un labyrinthe dans le Seigneur des Anneaux, la forêt noire. Tout à fait. Oui, oui, et puis les hobbits, ils habitent dans la terre, enfin, voilà, dans des habitations rondes, enfin voilà, le décor est déjà posé. Et il y a l'opposé complémentaire avec ça, c'est-à-dire que les hobbits, ils habitent là où ils habitent, il y a la forêt, enfin voilà, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a aussi en haut de la montagne, la pointe de la montagne, c'est là où il y a le feu destructeur, donc il y a le lien entre le creux de la terre et le sommet de la montagne. Et l'un va avec l'autre. Et d'ailleurs, les grottes, on va dire au niveau de ce que ça va nous faire bouger, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, souvent, quand une grotte est placée au pied d'une montagne et que de cette grotte va suinter les premiers éléments d'une source, là, on peut dire qu'il y a déjà un décor pour raconter une belle histoire. Enfin, quand je dis une belle histoire, c'est quelque chose qui va être juste, c'est-à-dire qui va vraiment véhiculer des archétypes et qui va faire bouger l'âme, même si la personne qui incarne cette âme-là n'en a pas conscience. Voilà. Alors Dominique, on va bientôt arriver à la fin de notre entretien, mais je vais te poser une question, même si en lisant entre les lignes et entre tout ce que tu as dit depuis le début, chacun aura compris comment est-ce qu'il faut faire, mais où se trouve, comment accéder à la première case, à la première porte de ce labyrinthe? Bah, faut déjà en avoir le désir. Parfois, on peut déjà être dans la première étape, voire en avoir déjà franchi. Mais sans en avoir conscience, on ne sait pas qu'on est dans un processus comme ça. Là, ça peut être assez paradoxal. Hein. L'important, c'est, à travers les déambulations dans le labyrinthe qui vont dans un sens et dans l'autre, c'est de retrouver ce sens-là. Voilà. Et donc, c'est de pouvoir se situer à quel endroit je suis. Enfin, je vais reformuler. C'est plutôt de se situer à quel endroit ça est. Enfin, où l'âme est dans son processus. Et à partir de ce moment-là, ça donne un point d'ancrage, hein, enfin un point d'enracinement, un point de repère, et après, ça permet de continuer le chemin. Mais c'est exactement la même chose quand on est quand on arrive à un centre, enfin on va dire qu'il y a une porte, voilà, et quand on arrive là, ben, il y a des choses qui peuvent venir, qui commencent à se semer, puis à germer, qui commencent à apparaître. Enfin, pour moi, c'est ce qui est en train de se passer depuis quelques années, où à travers cette expérience-là du labyrinthe, il y a quelque chose qui s'est intégré, et maintenant je suis dans des recherches avec des cartes dessinées sur des territoires français européens avec des repères qui sont avec des labyrinthes ou des déambulatoires dans des églises, donc qui de toute façon sont des hauts points cosmotelluriques et qui donnent des formes vivantes et certaines formes géométriques et qui sont là pour nous donner d'autres informations sur une autre échelle, sur une autre sensibilité, sur une autre densité ou dimension, peu importe la terminologie. Et là, on se rend compte qu'il n'y a rien qui est du hasard. Tu parlais de plan tout à l'heure, enfin voilà, il y a un plan qui est là, et quand on franchit une porte, c'est qu'on va découvrir un autre plan. Alors, il y en a des plans, donc on n'a pas assez d'une vie pour en faire. On ne sort jamais du labyrinthe. Non, sauf si on a la lubie ou la peur de devoir en sortir avec quelque chose. Hein, parce que le labyrinthe, on en fait quelque chose qui enferme. Enfin, c'est l'idée majeure. Hein, alors qu'en fait, c'est une structure, c'est une énergie qui est là pour faire ouvrir d'autres aspects, d'autres plans, mais à partir du centre. Sinon, si on est décentré, enfin, ou à côté, et là, on peut aller dans des illusions, dans des fantasmes. L'être humain est capable d'aller très loin dans ces histoires-là. Donc le centre, on va dire, c'est comme la racine pivot de l'arbre, hein, qui va permettre vraiment d'aller loin dans la profondeur et puis permettre à l'arbre d'avoir une croissance qui va être épanouissante et puis d'en faire un arbre maître, si on peut dire ça comme ça. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Souvent, il y a des idées très péjoratives par rapport au labyrinthe parce que ça fait peur. C'est un truc, ça fait peur. De toute façon, on nous a dit que ça faisait peur parce qu'il y a un minotaure qui est à l'intérieur, donc c'est un monstre qui bouffe tout le monde. Alors que c'est vraiment une histoire qui a quelques milliers d'années.
enfin 4-5 000 ans. Enfin, moi, ça fait longtemps, enfin ça fait quelques temps que j'y crois plus à cette histoire, mais qu'il y a une autre réalité derrière, et qui est non pas un taureau, enfin un minotaure, c'est un homme taureau, hein, on peut dire ça comme ça, un homme avec la tête de taureau, mais qui est une autre créature encore plus archaïque, et qui est plus... enfin, ce qui se verra peut-être dans le prochain article que j'ai proposé, et qui est en lien avec mes travaux actuels, toujours en lien avec le labyrinthe aussi. Entendu. En tout cas, voilà, si on veut retrouver déjà cette première initiation au labyrinthe, eh bien, on te retrouve dans le numéro 2 de Génération Cité d'Or. Tu as donc sorti 2 livres qui traitent de ces sujets du labyrinthe. Le premier, c'est aux éditions Oxus, La voie initiatique du labyrinthe. On va retrouver l'essentiel de ta recherche. Oui, parce que il avait déjà, enfin comment dire, c'est un livre qui est complété, qui maintenant est abouti, et donc c'est aussi une porte d'une certaine manière. Voilà, et c'est un livre qui est, enfin qui maintenant est disponible partout, enfin, dans toutes les librairies, sur tous les sites internet. Enfin voilà, ça permet d'offrir une audience que je n'avais pas jusque-là. Et le second, tout à l'heure tu nous parlais de cartes, hein, que tu pouvais reproduire sur la carte de France, là où il y a des points de labyrinthe. Et donc ça donne cet exemple-ci, donc tu as écrit Baptiste Labris. Voilà, que j'ai publié l'an dernier, donc auto-publié, voilà, et qui est à la base de cartes, comme je l'expliquais tout à l'heure. Notamment la première, celle qui est en couverture, hein, qui s'appelle Baptiste Labris, hein, Labris, labyrinthe en grec, Baptiste en lien avec Bat, la déesse grecque, égyptienne, pardon, très méconnue, mais c'est normal, hein, c'est la déesse des mystères, donc on n'y accède pas comme ça, voilà, et qui est, comment dire, à partir de ces cartes-là, il y a eu des connexions qui se sont faites, et il y a des textes, on va dire, inspirés, dire ça comme ça, hein, qui sont venus, qui sont plutôt des textes un type initiatique, enfin voilà, de façon à faire avancer l'un et l'autre. Le point commun entre l'un et l'autre, c'est qu'ils se lisent avec le cœur. Parce que le cerveau aurait du mal à supporter certaines choses qui sont, enfin, on aurait du mal à aller dans ce sujet-là, donc c'est avec le cœur que ça se lit, enfin avec cette ouverture à cet endroit-là. Donc autant celui-ci est disponible uniquement, enfin directement par moi, et celui-ci est disponible en librairie. Donc voilà, donc l'un et l'autre ont leur place. Voilà, et pour moi ils sont complémentaires. Eh bien, merci Dominique Hochet d'avoir participé à cet entretien, de nous avoir révélé un peu plus cette voie initiatique du labyrinthe, et puis nous permettre d'aller plus loin dans l'article de Génération Cité d'Or. Je te remercie d'avoir accepté de faire sur ce sujet-là, parce que le labyrinthe, c'est parfois, bon, je trouve pas mes mots, mais ça viendra, c'est parfois difficile à aborder. Enfin, il y a des sujets plus faciles. Voilà. Merci Dominique. Voilà, merci Antoine.